Depuis quelque temps, certains s'inquiètent de la santé des démocraties dans le monde. Bien sûr, l'actualité contribue à nourrir ces préoccupations en soulignant les différents conflits qui continuent de sévir à travers le globe. Certains prétendent même que la démocratie est en recul, en citant le cas de certains États jugés autoritaires, comme la Russie ou la Chine. Afin d'obtenir un portrait plus juste de la situation, nous avons invité le professeur de sciences politiques à la Faculté de sciences juridiques et sociales de Tunis, Hatem Rad. Et par bonheur, il a accepté notre invitation. Hatem Rad, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Monsieur Mrad, on s'en souviendra, la chute de l'URSS au début des années 90 était considérée à l'époque comme la victoire de la démocratie par plusieurs. On pourrait citer Francis Fukuyama, par exemple, avec La fin de l'histoire. Près de 25 ans plus tard, force est d'admettre qu'il y a quelques nuances. C'est peut-être pas tout à fait ça. Quand on regarde, par exemple, les régimes en Russie ou en Chine, où la démocratie, en tout cas particulièrement en Russie, est questionnée. On parle peut-être de régimes plus autoritaires que des régimes démocratiques en ce moment. Bon nombre de pays aussi du globe, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, qui démontrent toujours beaucoup de réticence à adopter des modèles de gouvernance, disons, plus démocratiques, le libéralisme, etc. Dites-moi, selon vous, est-ce que la démocratie fait du surplace? Grosse question. Très pertinente. Très pertinente, et c'est vrai qu'elle a toujours été d'actualité depuis un certain nombre d'années. Je dirais que la plupart des pays dans le monde, même les pays démocratiques, même les pays anciennement démocratiques, ils évoluent à leur rythme. On ne peut pas dire que les démocraties dans le monde évoluent dans le même rythme, qu'il s'agisse des anciennes démocraties entre elles, ou qu'il s'agisse des pays récemment démocratiques comme les pays de l'Europe de l'Est, qui sont issus de la chute du mur de Berlin, ou qu'il s'agisse encore de quelques pays africains qui, depuis le Sénégal, depuis l'alternance au Sénégal, ou qu'il s'agisse récemment du printemps arabe, il y a eu des difficultés. La démocratie dépend des acteurs internes, des facteurs sociologiques internes, des facteurs économiques, des facteurs d'ordre culturel. Il y a des pays plus réceptifs à la démocratie que d'autres. Dans les pays africains ou dans les pays arabes, il y a quand même ou bien des obstacles du développement ou des obstacles culturels liés à la mentalité religieuse qui font qu'il peut y avoir des obstacles pour ce qui concerne la démocratie. En fait, votre question touche surtout les pays nouvellement démocratisés depuis la Russie, depuis la désagrégation de l'Empire soviétique. C'est vrai que la Russie, il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai que Poutine, il a, disons, ravivé l'idée de la grandeur nationaliste russe et qui fait que la population l'a aussitôt suivi. Mais est-ce que justement, ça ne vient pas témoigner d'une certaine part de déception? Quand on disait au début de l'entrevue que la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS avaient suscité beaucoup d'espoir en termes, on va dire, d'expansion de la démocratie, est-ce qu'on ne vient pas de frapper un mur? Est-ce qu'on ne vient pas de se rendre compte que l'expansion a ses limites? Oui et non. Je crois que le plus important dans les démocraties, et ça, moi personnellement, je l'ai observé dans les différents pays du printemps arabe, le plus important, ce sont les forces sociales. Ce n'est même pas les partis politiques, ce sont les forces sociales. Vous savez que si vous prenez les différents pays du printemps arabe, les différences, presque je dirais les différences entre les expériences, c'est les différences de l'influence de la société civile et des acteurs civils par rapport au pouvoir politique. Vous voulez dire à se mobiliser? Ben oui. Vous avez un pays comme la Tunisie
Pourquoi on dit que la Tunisie, c'est une expérience qui est en train de réussir? Parce qu'en Tunisie, après la Révolution et après la chute de l'autoritarisme, il n'y avait pas de partis politiques. Il y avait 7 ou 8 partis qui n'avaient pas d'influence sur la société. Et il y a eu création de 130 ou 140 partis. Et du coup, les citoyens se sont méfiés des partis politiques. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne les a jamais vus, ce sont des nouveaux partis. Des opportunistes. Des opportunistes. Il y a des amateurs qui ont créé des partis politiques, des hommes d'affaires, des artistes, les gens qui viennent de toutes parts pour créer des partis vides, qui n'arrivent pas à avoir un écho. Et donc, les gens, spontanément, se sont, disons, mobilisés autour de la société civile. Voilà. Autour des associations, autour des intellectuels, autour des universités, autour des médias. Donc, et l'expérience tunisienne a été intéressante parce que c'est la société civile qui constitue le contre-pouvoir. Vous parlez justement de l'expérience tunisienne. J'aimerais qu'on en parle un peu plus spécifiquement. Les événements qui entouraient le printemps arabe ont comme point de départ, à bien des égards, la Tunisie. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un exemple d'une force ou d'une capacité d'installer la démocratie d'une certaine façon, en ce qui concerne la capacité de tolérer les erreurs des gouvernants, de tolérer les divergences, etc. Est-ce qu'un terreau fertile à cette tolérance-là en Tunisie, selon vous? Oui, oui, je crois. Enfin, cette tolérance, elle a été aussi parfois, disons, intolérante, parce qu'il y a eu des manifestations de la société civile qui ont poussé les islamistes à rectifier les erreurs. Parce que le gouvernement islamiste, il n'a pas rectifié spontanément les erreurs. On l'a acculé dans ces derniers retranchements et il a toujours concédé lorsque les rapports de force lui étaient défavorables. Je crois que ce qui est bien en Tunisie, c'est que tout le monde, islamiste et laïque, tout le monde souhaite que la démocratie réussisse. Parce que ça, c'est un élément consensuel en Tunisie. Tout à fait. Tout le monde, la majorité de la population tunisienne est en faveur de l'établissement de la démocratie. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est qu'après les abus et les erreurs des islamistes, après les attentats, les violences, les erreurs de gestion, finalement, il fallait faire quelque chose pour achever la Constitution et trouver des compromis. Et finalement, on a rétabli un dialogue national qui a permis, un dialogue national qui est composé de la plupart des partis représentatifs. Et puis les islamistes se sont retirés du gouvernement. On a désigné un gouvernement de technocrates, un gouvernement de compétents. Et donc ils étaient composés de personnes neutres. Et cela a permis l'adoption consensuelle de la Constitution. Et cela, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, cela prouve que tout le monde voulait que la démocratie réussisse. Si on sort du contexte tunisien pour élargir au printemps arabe de façon justement plus générale, ça demeure quand même extrêmement délicat, que ce soit en Égypte, en Libye, au Bahreïn. Puis vous l'avez même évoqué en Tunisie par rapport aux tensions religieuses en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un problème relié justement à certaines convictions, à certaines valeurs religieuses, un choc entre la modernité d'un certain sens et les croyances religieuses, justement? Je dirais oui et non. Disons que dans le printemps arabe, il y a eu certaines expériences nationales du printemps arabe qui ont eu des problèmes en raison de l'islam, en raison de la religion, d'autres en raison d'autres facteurs comme le pouvoir ou la configuration sociologique ou historique des populations. Si on prend l'Égypte, je dirais oui. La religion, les croyances, c'est le problème d'origine après la révolution de janvier 2011 de l'Égypte. Je crois que la révolution égyptienne a été voulue et faite au départ
comme la Tunisie, par la société civile laïque, par les jeunes, par les cadres de la société civile. Puis, après les élections législatives de 2011, puis l'élection de Morsi en 2012, ce sont les islamistes qui l'ont emporté, dans les deux cas. Les frères musulmans pour les législatives et les salafistes. Donc, ils ont un appui populaire. Ils ont un appui populaire. Et donc, puis Morsi, après les élections législatives, il a aussi remporté les élections. 13 millions d'Égyptiens ont voté pour lui. Voilà. Et donc, à partir de là, Morsi, président Morsi, il avait les coudées franches pour tenter d'islamiser la société. Tout à fait. De mettre ses tentacules partout, dans l'administration, dans les juges. Il a révoqué des juges, voilà. Il a manipulé le pouvoir judiciaire, il a fait adopter la Constitution par une commission composée d'islamistes seuls, parce que les Coptes sont partis, voilà. Les forces civiles voilà. sont parties. Donc à ce moment-là, Morsi en Égypte, par exemple, va exclure des gens du jeu politique, va exclure des groupes entiers de la société civile. Tout à fait. C'est là une erreur, ou du moins, c'est pas très représentatif d'une démocratie. Tout à fait. Donc là, c'est la religion qui était, dans la transition démocratique, le grand problème. Et par la suite, donc, il y a eu la première grande réaction qui est devenue célèbre contre les islamistes, elle a été faite par les manifestations du mouvement civil Tamarut. Tamarut, ça veut dire rébellion en arabe. Voilà, d'accord. Il s'appelle Rébellion, le mouvement. Et si Morsi il a été élu par 13 millions d'électeurs, le mouvement Tamarut a fait signer une pétition par 22 millions d'Égyptiens. Oh là là! C'est-à-dire le double des électeurs de Morsi. Et à ce moment-là, ces gens-là demandaient... Ils demandaient le retrait du gouvernement islamiste du pouvoir et l'organisation de nouvelles élections plus démocratiques, parce qu'ils ont dit aussi que l'autre élection a été manipulée et qu'ils voulaient une nouvelle constitution, parce que l'autre constitution a été faite par les islamistes seuls, donc ils voulaient une nouvelle orientation politique. Et alors, le mouvement Tamarut, il a eu l'appui de l'armée. Et l'armée, forte de l'appui du mouvement Tamarut, c'est-à-dire de toute la société égyptienne, l'armée a fini par destituer le président Morsi et par nommer le maréchal Sissi président intérimaire, président de la République. Et puis, il y a eu une nouvelle élection qui a permis au maréchal de devenir le président élu par le peuple. Il faut bien admettre que c'est quand même assez paradoxal. Surtout, c'est un drôle de signal envoyé en termes de démocratie, justement, quand on veut un pouvoir de l'armée, encore une fois. Tout à fait. Alors voilà, pour ma part, ma conclusion, c'est que la religion a été le problème de départ, le problème d'origine, l'armée est le problème d'arrivée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ni l'islam, ni l'armée ne peuvent, disons, progresser dans le sens de la démocratie. Et donc, on ne peut pas dire que l'Égypte actuellement dispose d'une solution définitive sur la transition démocratique. Vous avez parlé de la population civile, de l'ouverture à la démocratie de la population civile. Dans le cas égyptien ou dans d'autres cas, on évoque souvent l'importance de certaines valeurs, de certains facteurs, comme l'éducation, par exemple. Et d'ailleurs, je vais citer ici un article de la Revue européenne de sciences sociales, qui a publié en 2010 un de vos articles, dans lequel vous disiez qu'on peut considérer que les chances du libéralisme dans le monde arabo-musulman résident aujourd'hui et demain encore principalement dans l'éducation. Un grand effort éducatif est nécessaire pour, d'abord, limiter les dégâts encore criants de l'analphabétisme, ensuite, instruire les peuples par la raison et enfin, les éduquer à la liberté. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, vous avez là un autre argument en faveur disons, de
de la réussite de l'expérience tunisienne. Oui, l'éducation. L'éducation. Vous savez que Bourguiba, oui. Le cheval de bataille de Bourguiba, c'était l'éducation. La Tunisie, ce n'est pas un pays qui a des richesses. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Donc, lui, il considérait que la richesse d'un petit pays comme la Tunisie qui n'a pas de richesse, c'est l'éducation, c'est les ressources humaines. Et donc, il a fait la gratuité de l'enseignement, il a rationalisé l'enseignement, il a modernisé. C'est un homme, Bourguiba était un homme libéral dans le sens culturel du terme. Voilà. Donc, c'est un esprit ouvert, laïque, moderne, même s'il était un autocrate. Donc, il n'est pas libéral dans l'autre sens. Donc, et donc, cette politique-là, la politique de l'éducation, la gratuité de l'enseignement, la mixité, la modernité de l'enseignement, elle a porté ses fruits au moment de la Révolution. A créé un terreau favorable à l'établissement de la démocratie, au libéralisme. Voilà, elle a créé une culture réformatrice des Tunisiens, une culture libérale, une culture laïque, une culture réformatrice, qui a fait naître des jeunes qui ont participé à la Révolution, qui ont manipulé Internet qui est le fruit d'ailleurs de la politique de Bourguiba. Et donc on dit que la révolution tunisienne, c'est un peu la revanche posthume de Bourguiba, à cause de l'éducation. C'est assez étonnant. Oui. Et vous disiez quelques instants que vous étiez plutôt pessimiste par rapport, exemple, à l'avenir de la démocratie en Égypte. En ce qui concerne l'éducation dans le monde arabo-musulman, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou il y a lieu d'être optimiste en ce moment? En ce moment, je ne suis pas très optimiste parce que dans certains pays, les forces religieuses sont très importantes, comme les salafistes et les frères musulmans en Égypte, qui ne croient pas à la démocratie, comme l'expérience syrienne, où il y a beaucoup de djihadistes, beaucoup de terrorisme islamiste, comme c'est le cas de l'Irak, où je ne vois pas de nouvelles perspectives. Ou en Libye, ou en Libye, où ce sont les milices et les tribus qui font évoluer le pays. Ce ne sont pas des institutions modernes, parce que justement, ils n'ont pas la culture réformatrice, démocratique, libérale, qui est un peu la base de la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose qui doit aussi provenir d'en bas, et pas seulement d'en haut. Voilà. Et d'être ouvert aux pressions de la société civile. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, on parle abondamment de l'expérience tunisienne, du printemps arabe, on parlait en début d'entrevue de la Russie, tout ça, tous ces pays en transition démocratique. Est-ce que d'une certaine façon, est-ce qu'on ne fait pas preuve un peu d'impatience? Parce qu'il faut bien comprendre qu'établir une démocratie, ça prend du temps, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que les pays du printemps arabe, ils sont en droit d'être impatients parce qu'ils ont vécu, pour le cas tunisien, 50 ans d'autoritarisme. Pour les autres pays, c'est peut-être... On est un peu mal placé pour leur dire « soyez patients ». Tout à fait. Donc, ils ont raison d'être impatients, mais c'est vrai que quand on est impatient, on risque de commettre aussi beaucoup de maladresses. Et donc, les maladresses, il y en a eu beaucoup, tant il est vrai que les populations qui n'ont pas encore de culture démocratique, malgré l'éducation, l'établissement de cette culture-là, des valeurs libérales, tout ça, comme on dit. Ils n'ont pas la culture démocratique comme en Occident, et donc ils ont du mal disons, à patienter et à savoir que la transition démocratique, c'est quelque chose de très difficile, de très complexe. Et la transition démocratique, elle est lente à s'installer parce qu'on passe par plusieurs étapes dans la transition démocratique, comme l'ont d'ailleurs enseigné les transitologues, un terme que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, et qui disent qu'au départ, c'est le vide. Le vide doit être rempli par des organes provisoire, puis il faut stabiliser, sécuriser le pays, capables de préparer les structures qui sont préalables aux élections, puis trouver des compromis pour gérer cette situation intermédiaire, puis organiser des élections,
puis au bout de 2 ou 3 élections démocratiques, on rentre dans ce qu'on appelle la consolidation de la démocratie, et puis par la suite, la dernière étape, c'est l'enracinement de la démocratie lorsqu'elle sera intériorisée dans les consciences. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Énormément. Et justement, quand on demande du temps, la pression se fait aussi de par les États, les vieilles démocraties. Je pense par exemple aux États-Unis, la France, les pays européens de l'Ouest, tout ça, le Canada, dans une certaine mesure, qui feront pression. Et est-ce que cette pression-là peut faire l'effet contraire? Fermer à la démocratie plutôt que de s'ouvrir, vous comprenez? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le monde connaît l'expérience de l'Irak. Oui. Les États-Unis et puis les Anglais voulaient démocratiser rapidement. Après les abus de Saddam Hussein, voulaient démocratiser une société qui n'était pas réceptive encore aux valeurs démocratiques, qui était divisée ethniquement et qui n'était pas prête pour accepter le modèle démocratique tel qu'il était voulu par les Américains. Voilà. Et donc la transition démocratique elle-même qui a été conduite en Irak n'a pas marché parce que la société n'était pas prête. Et je crois que aujourd'hui on est arrivé au contraire de ce que voulaient les Américains, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, puisqu'on retrouve à la place le terrorisme, le djihadisme, les Donc excès. on a vraiment créé l'effet contraire. En voulant imposer la démocratie par la force, tout à fait. Ça ne se fait pas. Tout à fait. Ni la dictature de Saddam Hussein n'est une solution. Bien sûr que non. Ni le terrorisme n'est une solution, ni la démocratie accélérée, inadaptée au contexte spécifique de l'Irak n'est une solution. Je crois que c'est la société elle-même qui doit retrouver son rythme et ses repères. Certains pays l'ont retrouvé, d'autres pas. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que même s'il y a des forces contraires à la démocratie, même s'il y a des forces qui s'opposent à la démocratie, comme les djihadistes, comme les partis islamistes. Ouais, c'est ça. Ou des extrémistes de tout acabit. Tout à fait. Comme ceux qui défendent le tribalisme aussi en Libye. Tout ça parce que ce sont des schémas qui ne sont pas enracinés. Ce n'est pas des démocraties qui étaient enracinées dans la population. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la démocratie, elle est voulue par l'ensemble de ces populations. Elle est voulue parce qu'on sait parfaitement qu'il n'y a pas d'autre solution, que la démocratie permet de faire progresser le pays, la société à tous les niveaux, économiques, social, politique, culturel, et que ce qui est plus important encore, et comme le disait Alexis de Tocqueville, un penseur que j'aime beaucoup, la marche vers l'égalité, vers l'égalisation des conditions et des statuts est un fait irréversible. Il disait que la marche vers la démocratie est un fait providentiel. Oui, voilà. On ne peut pas l'arrêter. Voilà. Dernière question en terminant. Oui. On parlait au début de est-ce que la démocratie fait du surplace? Est-ce qu'on pourrait poser même la question, est-ce qu'on pourrait aller plus loin même avec cette question-là, en disant que la démocratie, maintenant, est en recul? Certains croient que oui. Certains que la démocratie recule. Que ce soit aux États-Unis, par exemple, ou dans les vieilles démocraties, ou vous ne croyez pas? Moi, je ne le crois pas, parce qu'il y a eu des problèmes dans beaucoup de pays qui ont connu la transition démocratique à partir de la chute du mur de Berlin. Mis à part l'exemple de la Russie et peut-être d'autres pays en Europe de l'Est, la plupart des pays d'Europe de l'Est sont entrés maintenant dans ce qu'on appelle la consolidation démocratique. C'est-à-dire ils ont eu une constitution négociée, ils ont eu un accord sur les valeurs de base de la nouvelle société. Et donc, il y a eu plusieurs élections démocratiques qui sont confirmées de jour en jour. Donc là, il y a eu une avancée dans ces pays-là. En Afrique, actuellement, il y a une avancée de la démocratie. Malgré les problèmes de développement, malgré les problèmes de l'islam qu'on trouve ici ou là, mais il y a beaucoup de pays
qui sont entrés dans une phase pluraliste. Vous avez le Cameroun, vous avez le Bénin, ce sont des pays dont on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est comme les trains qui arrivent en retard. On parle beaucoup, mais disons, les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Et ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Donc, il y a une évolution. Il y a eu le Sénégal, avec l'alternance au pouvoir de Abdoulaye Wade, depuis 1999. Et donc, il y a eu, aujourd'hui, il y a encore les pays du printemps arabe, mais c'est vrai que pour les pays du printemps arabe, mis à part la Tunisie, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'autres avancées spectaculaires. Donc on ne peut pas dire que la démocratie est en train d'avancer en bloc dans tous les pays de manière massive, comme on ne peut pas dire qu'il n'y a que des problèmes et que la démocratie ne réussit pas. Il y a des expériences différentes ici ou là. Atenrad, merci de vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Thank you.